Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette invitation de Sported aux entraîneurs. On va commencer dans quelques instants. Mon nom est Marc Durand. Je serai votre animateur, réalisateur, responsable de ce qu'on peut voir à l'écran. Merci d'être là. Bienvenue. On commence dans quelques instants pour cet événement, je pense, qui est totalement de circonstance, cette visioconférence intitulée Entraîneurs confinés. Quel rôle jouer auprès de vos athlètes? Si vous êtes golfeur d'occasion, joueur de tennis, finalement, aujourd'hui, vous avez pu pratiquer votre sport favori, mais ça ne vous concerne pas. Si vous étiez un amateur de hockey, puis là, vous rêvez aux séries du printemps, vous voulez avoir une barbe des séries, ben ça ne vous concerne pas. Par contre, si vous étiez un athlète qui comptiez sur la fin de saison pour vous faire recruter, pour être recruté plutôt, pour être repêché. Si vous vouliez justement terminer votre secondaire 5 en beauté avec un championnat, c'était le moment important de votre saison. Même chose au hockey, même chose dans d'autres sports. Si vous comptiez sur l'été pour aller aux Jeux olympiques, aux Jeux du Québec, malheureusement, vous êtes certainement très touché par tout ça. Et si vous êtes l'entraîneur de quelqu'un qui subit cette réalité actuellement qui frappe le monde, la planète sport, bien, vous êtes totalement concerné. Sportaid a été créé finalement pour répondre à un besoin méconnu encore dans le monde du sport. Il y a de la violence, il y a de l'intimidation et là aussi, comme dans toute autre sphère de la société, il y a des phénomènes, il y a un phénomène important donc qu'on veut contrer. Sportaid a été créé à cet égard, donc de venir voir où on pourrait supporter les individus, les organisations pour faire en sorte que nos jeunes sportifs aient une expérience sportive positive. Parce qu'on oublie trop souvent que quand on inscrit nos jeunes dans un sport, à la base, on veut qu'ils aient du plaisir. Et actuellement, ce qu'on remarque, bien, en fonction des différentes manifestations de violence qui arrivent en contexte sportif, il y a des jeunes qui n'ont pas de plaisir et qui quittent trop rapidement leur sport. Actuellement, on parle d'un jeune sportif sur 3 chaque année qui laisse un sport. Notre intervention, elle se fait plus exactement par des conférences, par du matériel qu'on distribue par notre site web, qui est sportbienêtre.ca, par aussi des outils qu'on va distribuer à l'intérieur d'une pochette, mais aussi par des interventions plus précises par notre ligne d'écoute. Malheureusement, je suis obligé de dire qu'une organisation comme Sportaid est pertinente pour la communauté sportive et les témoignages, les demandes que nous avons régulièrement des individus qui vivent des problématiques, des organisations qui veulent faire en sorte que nos jeunes sportifs ont de bonnes expériences, les interventions sont nombreuses. Quand les gens ont besoin d'aide, ils ont besoin de cette assurance qu'ils pourront se confier en toute quiétude, en toute confidentialité et ça, c'est quelque chose que Sportaid leur offre avec fierté. Bref, Sportaid est sollicité à tous les jours. Bon, il est là. Bonjour. Alors, hey, salut Marc. Hey, merci d'être là. Bien évidemment, je pense que tu es principalement concerné. C'est ton idée. Oui, ben écoute, c'est mon idée. C'est notre idée. Les gens qui travaillent autour de Sportaid et tout ça, on avait le souci depuis le début de cette fameuse pandémie de venir voir comment on pouvait, nous, chez Sportaid, mieux supporter la communauté sportive parce qu'on savait que les jeunes sportifs comme les entraîneurs, tout le monde qui est impliqué de près ou de loin dans la communauté sportive, on allait vivre tous ensemble une période particulière, anxiogène. Alors nous, dès la mi-mars, on a offert notre soutien au gouvernement du Québec pour dire, écoutez, nous, à la base, notre mission de base, c'est de travailler dans un contexte où on veut prévenir et contrer la violence en contexte sportif. Mais là, nous, on a un service d'écoute. On a une équipe d'intervenants. Pourquoi on ne la mettrait pas au service de notre communauté sportive dans ce contexte qui est particulier? Alors, c'est au fil des semaines, on a ajouté des services, des outils en ligne, tout ça, fortement fréquenté. Il y a des semaines, imagine-toi donc, Marc, qu'on a atteint les 300 000 fréquentations sur nos différentes plateformes web, médias sociaux. Oui, oui, effectivement. Puis là, partant de ça, en discutant avec des collègues, avec les collaborateurs, on s'est dit comment on peut aller plus loin? Comment on peut outiller notre monde? Comment on peut entrer en contact avec eux? Parce qu'on a besoin d'être en contact actuellement. On s'est dit, crime, pourquoi on ne penserait pas à organiser quelque chose pour parler avec nos entraîneurs puis venir les aider, les outiller pour bien accompagner leurs jeunes sportifs pour lesquels, actuellement, c'est une période qui est teintée d'insécurité, d'inquiétude, de tristesse, de déception. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, on essaye quelque chose. Puis là, on s'est fait prendre au jeu. Parce que quand on a commencé à organiser cette affaire-là la semaine passée, puis il y a 2 semaines, on se disait, si on a une centaine de participants, ça va être cool. Mission accomplie.
Et là, ce soir, là, vous êtes 500, puis on a fermé les lignes hier soir. Malheureusement, là, même encore, juste avant qu'on se parle, Marc, il y a des gens qui m'écrivent encore et disent c'est plate, on aurait aimé ça être là, comment ça que c'est complet? On s'est fait prendre. Honnêtement, là, on pensait qu'on allait être une centaine. Vous êtes 500. De partout au Québec, il y a des gens du Nouveau-Brunswick, il y a des gens du Canada anglais qui sont là avec nous ce soir. Fait vraiment, là, à vous tous, la communauté qui est là ce soir et qui avait accepté ce rendez-vous, un grand, grand, grand merci. Puis ça nous fait chaud au cœur parce que ce que ça vient nous dire, puis ça vient nous confirmer encore une fois, c'est que notre communauté d'entraîneurs, les gens qui s'occupent de nos jeunes sportifs, c'est des gens dédiés. C'est des gens qui sont là puis qui sont vraiment dédiés à la cause et à nos jeunes sportifs. Puis, bien, ce soir, vous nous le démontrez. Ce soir, vous auriez pu vous occuper de votre piscine, tondre votre gazon, faire plein d'autres choses. Vous êtes avec nous autres. Vous êtes avec nous autres, puis ça, on l'apprécie énormément, puis c'est vraiment un beau coup de chapeau, puis un beau clin d'œil pour nous, que ça nous conforte dans ce geste-là qu'on a voulu poser avec vous ce soir. Ça fait vraiment, merci d'être là. Merci aussi à Marc d'animer ça. Merci à Élise et à Fabrice, des amis, je veux dire que c'est des amis. Puis vous allez voir au cours des prochaines minutes qu'on est vraiment choyés de les avoir avec nous. C'est deux personnalités vraiment avec beaucoup de choses à nous livrer ce soir qui vont vous être utiles. Puis ça, là, moi, je l'apprécie énormément puis je veux vraiment les remercier pour leur présence avec nous ce soir. Écoutez, on va aller rejoindre nos panélistes rapidement qui sont avec nous et qui nous attendent. Je vais vous la présenter d'abord. On va commencer par Élise Marcelier, qui est consultante en performance mentale. Merci d'être là. Merci. J'espère qu'on a bien résumé la situation. Quand même bien. Quand même, bon. Alors, contente, fébrile d'être présente ici avec nous ce soir, avec tous les entraîneurs? Je suis très contente et je suis très agréablement surprise par le nombre de personnes qui sont présentes. Je suis, oui, très contente. Peut-être un peu fébrile parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais ça montre que les entraîneurs sont tout autant, et peut-être aussi des dirigeants de clubs ou d'organisations sportives sont tout autant touchés en fait par la situation actuelle. Donc, je suis très contente de pouvoir, à mon niveau, apporter quelque chose, apporter ma pierre à l'édifice si jamais j'arrive à le faire ce soir. Donc oui, très contente d'être là. Alors, c'est l'heure de présenter Fabrice. Fabrice qui est un coach sportif et coach de vie. Ben oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Bonjour Élise, bonjour Marc, bonjour Sylvain. Et je dirais en introduction quelques éléments. Premièrement, ma bio ne montre pas que je suis membre du conseil d'administration de Sportel également. Donc, à ce titre-là, je suis également fier de participer à cette initiative. Oui. La deuxième des choses que je noterais, c'est que pour moi, je viens ici avec la reconnaissance qu'il y a bien des enjeux dans le milieu sportif, entre autres par rapport aux enjeux économiques auxquels les organisations sont frappées présentement. Puis avec notre conversation, il n'y aura probablement pas jusqu'à adresser tous les problèmes liés au milieu du sport. On va avoir une conversation, je présume, qui va se limiter à certains enjeux, mais j'ai quand même une pensée pour toutes les personnes qui aujourd'hui pensent à leur gagne-pain dans le contexte du sport. C'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses que je noterais, c'est que je remarque qu'il y a des centaines de personnes qui nous regardent. Puis si la pandémie nous a montré quelque chose, c'est que la notion d'expertise peut être remise en question en contexte de haute incertitude. Donc, j'ai vraiment l'humilité de me dire que n'importe qui dans l'audience, en fait, aurait probablement pu être ici puis partager, en fait, son point de vue. Donc, j'arrive ici en partageant ce que je pense, ce que je crois, ce que je porte, puis avoir une conversation avec vous sans penser que j'ai la vérité ferme. Donc, content d'être parmi vous avec ces petits commentaires-là. J'aimerais peut-être, avant de commencer, trouver ça dans différents articles sur des sites sportifs, des citations de Danny Maciocia, André Lachance en baseball, Frédéric Jobin en kayak. Danny disait, entre autres, si tu es un entraîneur spécialiste de l'attaque, tu peux apprendre ce qui se passe de l'autre côté du ballon. Qu'est-ce qu'ils font pour mettre les tactiques en place? Comment arrête-t-il ou tel jeu au sol, puis un jeu aérien? Donc, ce qu'il disait, dans le fond, dans son témoignage, c'est profitons de ce moment-là pour se réinventer, se poser des questions sur des stratégies, des techniques. André Lachance, en baseball, un homme très, très réputé dans son domaine, avec le temps dont il dispose désormais, soutient-il, le cerveau d'un entraîneur n'arrête pas de chercher des idées. Il se réveille parfois la nuit avec une nouvelle piste à explorer sur le plan stratégique et tactique.
et toutes sortes d'affaires lui viennent en tête. Donc, profiter de ces moments-là, c'est ce qu'il disait. Et enfin, Frédéric Jobin, entraîneur olympique en kayak de vitesse, il parle des athlètes ici. Il dit, c'est la première fois de leur vie que les athlètes vont s'entraîner sans objectif et ça va être un défi de les garder motivés, d'ajouter Jobin. Donc, la variété dans les activités va aider à maintenir la motivation. Je pense que ça, c'est un élément très important. Quoi faire, et c'est peut-être la première question, je vous la pose, quoi faire de son temps lorsqu'on est entraîneur en temps de pandémie? Élise. La première chose avant de commencer, je vais rebondir sur ce qu'a dit Fabrice, qui est très important effectivement, c'est que là, moi, je vais vous donner un avis d'experte, mais je suis toute seule en fait. Il n'y a pas d'autres préparateurs mentaux ou psychologues spécialisés en sport qui sont avec moi et qui pourraient nuancer encore plus mes propos ou qui pourraient avoir des expériences avec d'autres athlètes, d'autres entraîneurs, donc qui pourraient ne pas avoir les mêmes idées tout à fait. Donc, je vais vous partager des grandes lignes de ce qu'on sait en psychologie du sport au niveau de la recherche, mais aussi des expériences plus personnelles au niveau professionnel. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce que je vous dis, c'est à appliquer à la lettre ou que ça s'applique obligatoirement à votre situation à vous. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait quand on est entraîneur en situation de confinement? En fait, les entraîneurs, que ce soit en préparation mentale habituellement ou que ce soit dans la situation actuelle, en fait, tout ce qui s'applique aux athlètes habituellement peut s'appliquer aux entraîneurs. Donc, tout ce que l'on peut dire au niveau de la santé mentale, au niveau de prendre du temps, au niveau d'identifier ses pensées, ses émotions, d'apprendre à les accepter, d'apprendre à les gérer, mais ça vaut aussi pour les entraîneurs, en fait. Donc, en temps de confinement, moi, mon premier conseil pour les entraîneurs, il y en a peut-être qui le font déjà aujourd'hui, ce serait qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Ce serait mon premier point pour être capable après éventuellement de pouvoir aider les athlètes à prendre soin d'eux-mêmes. Ce serait mon premier point, puis je vais m'arrêter là-dessus pour l'instant. Ce serait vraiment ça, que les entraîneurs prennent soin d'eux dans un premier temps. Fabrice? En fait, je suis pleinement d'accord avec Élise. Ce que je dirais, c'est que dans le contexte de Pour 3 points, quand on offre nos programmes de formation, on s'inspire de plusieurs modèles, entre autres les modèles de développement du jeune, en fait, d'une manière globale, mais à travers le sport. Et je le nomme parce qu'à travers ces modèles-là, quand on parle du développement psychosocial du jeune ou de l'athlète, c'est vraiment ancré dans le développement de l'entraîneur d'abord et l'entraîneur étant sa propre personne comme principal outil. Il y a 4 domaines à travers lesquels on voit le développement de l'entraîneur. Il y a le développement intrapersonnel, donc l'individu en lui-même, le développement interpersonnel, le développement ou la dimension qui est plus professionnelle, les tactiques et les techniques sportives, et la dimension environnementale, donc comprendre le contexte dans lequel le jeune évolue ou l'athlète évolue. En temps normal, et ça c'est mon opinion, souvent on regarde le sport sous la lentille strictement du volet professionnel. Ouais. Donc les tactiques, les techniques sportives, et on oublie que le sport est beaucoup plus vaste. Et ce que Élise vient de nommer, selon moi, c'est vraiment ancré dans la dimension intrapersonnelle de l'entraîneur, parce qu'avant même de se projeter dans une relation avec les jeunes, l'entraîneur est amené à se reconnaître au niveau de ses valeurs, de ses croyances, de ses émotions, ses sensations, de savoir un peu, mais je suis qui, moi? Et dans un contexte spécifique de confinement, la santé mentale de l'entraîneur est hautement pertinente. Oui. Et un des volets, parce que je pourrais en parler pendant bien longtemps, on pourrait en parler juste de ça pendant la prochaine heure, mais un des volets, c'est de questionner même c'est quoi son propre, j'ai le mot anglais, le purpose, c'est quoi le propre sens qu'on accorde à son rôle dans ce contexte-là. Et je pense que là-dessus, c'est drôle parce que quand je regardais les citations que tu as partagées, Marc, la dernière de l'entraîneur de kayak, M. Jobin, je crois. Oui, Frédéric Jobin, oui. Quand il nommait que les athlètes s'entraînent sans objectif, moi, je dirais c'est faux. Les athlètes s'entraînent peut-être sans objectif de compétition, ouais. Mais de retrouver quel est son objectif dans un contexte comme celui-là, c'est un des points de départ pour créer un sens. Parce qu'autrement, de ne pas avoir d'objectif et pas de se créer un sens, ça peut être anxiogène. Donc, de juste ouvrir une page puis de mettre des notes, de dire finalement, c'est quoi le sens que j'accorde à mon rôle? C'est juste un exemple de choses qu'on peut faire dans le contexte actuel, comme entraîneur, pour se retrouver un sens avant de se projeter dans la relation avec l'athlète.
Très intéressant. Déjà, les questions fusent, les amis. Alors, je vais poser les questions simplement. On va laisser Élise peut-être répondre la première. Alors, comment faire pour sécuriser, autre que les mesures sanitaires, et motiver nos athlètes avec les changements majeurs qui seront apportés au style d'entraînement que nos athlètes connaissent? Alors, comment faire pour sécuriser et motiver nos athlètes en temps de changement comme ça? Là, il y a deux aspects dans la question. Il y a la notion de sécurité et la notion de motivation qui ne sont pas du tout les mêmes, qui sont pas au même niveau en fait par rapport aux interventions que les entraîneurs peuvent faire. Oui. En termes de sécurité, je pense que c'est difficile de sécuriser les athlètes en ce moment. On est tous dans une situation où on ne sait pas en fait ce que le futur nous réserve. On n'a aucune idée de comment va évoluer la situation, des décisions qui vont être prises au niveau politique. On a des décisions qui sont prises en Europe, qui seront peut-être prises ici par la suite, mais on n'est pas sûr que ça va suivre en fait en termes de décisions. La sécurité, je pense que c'est assez compliqué. En tant qu'entraîneur, je ne suis pas sûre que ça appartienne à l'entraîneur de sécuriser les athlètes. Si ce n'est par le fait de leur permettre en fait d'axer peut-être en ce moment l'attention sur la personne plus que sur l'athlète. Parce qu'en ce moment, l'athlète, la part de l'athlète, elle est peut-être réduite en ce moment. Le fait de s'accomplir, de s'identifier, de se développer comme athlète, c'est très réduit par rapport à d'habitude. Donc peut-être de profiter de cette situation pour vraiment axer sur la personne. Et là, en termes de sécurité, la personne, je pense que globalement, on a affaire à des athlètes qui ont quand même une sécurité au niveau de leur logement, au niveau de la famille, au niveau des besoins fondamentaux. Oui. Donc cette sécurité-là, c'est peut-être tout simplement de leur rappeler en fait que globalement, tout va bien en ce moment dans les besoins primaires, dans les besoins de base. Après, en ce qui concerne la motivation, alors ça c'est pareil, on pourra en parler pendant plus qu'une heure. C'est très individuel en fait à chaque athlète et des fois c'est très compliqué. Souvent on pense que dans les sports collectifs c'est plus compliqué que dans les sports individuels, mais même dans un sport individuel, tous les athlètes que vous gérez ont des sources de motivation qui sont différentes. Et la motivation c'est plus compliqué que de vouloir gagner une médaille ou que de simplement avoir du plaisir. Il y a plein de nuances entre ces deux aspects-là. Il y a différentes sources de motivation pour chaque athlète. Donc, moi, le travail que je fais avec les athlètes avec lesquels je travaille en ce moment, avec lesquels je travaillais déjà auparavant, c'est de réévaluer en fait leur niveau de motivation et d'aller chercher dans leurs sources de motivation habituelles ce qu'ils peuvent continuer à combler en ce moment. Donc, par exemple, un athlète qui est motivé à la fois par les sensations que lui procure l'activité, par les défis qu'il aime ou qu'elle aime relever. En ce moment, les sensations sont un petit peu compliquées à aller chercher, mais si c'est une personne qui aime relever des défis, déjà, mentalement, c'est un gros défi à relever en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme technique ou qu'est-ce qu'on travaille en ce moment pour passer à travers la situation? Et qu'est-ce que tu peux travailler physiquement, techniquement ou même mentalement pour continuer à relever des défis et de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent aller chercher ces sources de motivation-là. Donc, ce serait, au niveau de la motivation, c'est un petit peu ça, globalement, ce que je pourrais conseiller. Et puis, surtout, d'individualiser vraiment votre travail auprès de chacun de vos athlètes en fonction du temps que vous avez, bien sûr, et de l'énergie que vous avez à mettre là-dedans. Merci, Élise. Je suis sûr que Fabrice voudrait ajouter quelque chose, mais je peux aussi poser la prochaine question, puis ça entrera peut-être dans la même volonté. C'est Charles Mathis qui demande « Comment aider la motivation des entraîneurs lorsqu'elle tombe à plat? La pandémie semble m'affecter grandement et je souhaite aider mes athlètes. En contrepartie, j'ai énormément de difficultés à mobiliser ma créativité et ma vision pour trouver comment être efficace. » Oui, puis c'est sûr que c'est toujours délicat de répondre avec une certitude par rapport à une question spécifique d'une personne parce qu'il s'agit de bien comprendre le besoin spécifique de M. Mathis dans ce cas-ci. Oui. Mais je peux parler en généralité, puis ça rebondirait un peu sur ce que nommait Élise. Élise, tu as terminé en parlant du fait qu'il faut être conscient quand même des ressources ou des efforts qu'on peut mettre dans le contexte. Puis c'est sûr que dans le contexte québécois ou en contexte canadien, c'est pas vrai que les entraîneurs sont largement des entraîneurs à temps plein. Donc, moi, je noterais ça aussi en contexte de pandémie. La priorité peut être d'abord de payer son propre salaire, son hypothèque, son emploi, parce que même les emplois qui ne sont pas en lien avec le sport, des fois, sont des emplois qui peuvent être mis à risque. Et donc, il peut y avoir peu de place
pour le rôle d'entraîneur auprès du jeune. Et les entraîneurs, je crois, ne devraient pas se sentir coupables de ne pas avoir une motivation aussi élevée en contexte normal, d'autant plus qu'en ce moment, il n'y a pas de compétition sportive. Maintenant que ce contexte-là est placé, ce que je dirais, ça revient à la question selon moi, du rôle de l'entraîneur. Et je m'amuse toujours à dire qu'un coach, il faut bien retourner à l'étymologie du mot coach. Un coach, on l'imagine que c'est un entraîneur, alors que ce n'est pas nécessairement ça dans sa source. Un coach, c'est un véhicule qui était utilisé à l'époque du 14e siècle, je crois, en Europe, pour transporter des personnes et des marchandises d'une ville à une autre. Donc, on a le mot cocher, on a le mot coach, la marque d'autobus. C'est juste pour illustrer que le rôle du coach, dans son essence même, n'a pas de lien avec gagner des matchs ou perdre des matchs. C'est un rôle de guide d'un individu. Et donc, de reconnecter avec l'essence même de ce rôle-là, dans le contexte de la pandémie, ce rôle-là n'a pas disparu. Et ce qu'il faut savoir, selon moi, c'est d'aller chercher, comme le mentionnait Élise, en fait, c'est quoi les ingrédients que le sport permet. Et le sport a un aspect d'accomplissement de soi qui est peut-être difficile à aller chercher dans le contexte actuel au niveau de la compétition. Par contre, il y a d'autres éléments, en fait, qui existent. Puis avant d'aller aux éléments, je dirais que autant pour les athlètes que pour les entraîneurs, ça prend une certaine forme de résilience. Parce que c'est sûr que c'est beaucoup moins le fun de faire des activités sur Zoom que d'en faire dans un tournoi avec beaucoup de frénésie. Et maintenant, en sachant ça, la question de la résilience, puis de dire les adultes, on est supposé être les tuteurs de résilience au service des jeunes, c'est de comprendre que, premièrement, le sport a une vocation sociale. Et donc, les jeunes qui ont le goût de se retrouver en groupe, le coach peut favoriser ça. Donc, d'avoir en absence d'activités sportives, que le coach ait des éléments ou des conversations avec son équipe qui visent à connecter, c'est quelque chose que les athlètes recherchent d'une part. D'autre part, l'axe de l'entraînement, il existe encore. Quand on prend le développement à long terme de l'athlète, le mot le dit, développement à long terme. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de compétition dans les prochains 12 mois ou les prochains 6 mois, on n'a pas encore la question. C'est pas tout de suite. On est capable de dire qu'on peut quand même soutenir le développement à long terme. Et là, les coachs, normalement, peuvent être créatifs parce que YouTube, les livres, Internet permettent de trouver des ressources pour soutenir des entraînements. Et la dernière chose que je nommerais, c'est aussi le temps de soutenir les athlètes au niveau de leur propre développement personnel, de comprendre un peu c'est quoi leur motivation comme individu. Élise, tu le nommais, c'est que c'est la personne, moi je m'amuse souvent à dire, on ne coach pas les athlètes, on coach des individus qui sont les athlètes. Et l'aspect individu puis de s'intéresser à leurs aspirations peuvent permettre de bâtir une relation qui va être d'autant plus forte quand les compétitions vont retourner. Donc, je m'arrêterai là parce qu'encore une fois, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire, mais je m'arrêterai là pour l'instant. Il y a probablement d'autres questions et d'autres commentaires qu'Élise pourrait rajouter. Je voudrais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Fabrice, dans le sens où quand même, c'est quand même normal qu'un entraîneur en ce moment manque de motivation. C'est au même titre que certains athlètes ont du mal à se motiver. Moi, j'étais entraîneur jusqu'à il n'y a pas longtemps et je pense que en fait, mon rôle d'entraîneur en ce moment, il serait compliqué à remplir dans la situation actuelle. Malgré toutes les connaissances que j'ai en psychologie du sport, je pense que mon chapeau d'entraîneur, je l'aurais posé sur la table aussi pendant la période actuelle. Donc, il y a le côté, effectivement, c'est normal de manquer de motivation en ce moment. C'est vrai qu'il y a plein d'outils qui sont accessibles pour maintenir peut-être un niveau d'activité, de créativité, mais moi, là, comme entraîneur, très vite, ça m'a fatiguée, moi, tout ce que je voyais sur Internet, même toutes les rencontres Zoom, les webinars, toutes les propositions, là, tout qu'on avait sur Internet, là, j'ai trouvé ça, je trouvais que ça faisait référence un peu à remplir encore notre horaire et continuer à travailler, continuer à performer. Et moi, j'aurais ressenti le besoin, et c'est ce que j'ai fait comme consultante et comme chercheur, c'est que j'ai pris un petit temps d'arrêt moi-même parce que je me disais, OK, là, la planète, elle nous oblige à nous arrêter et je vais m'arrêter un petit peu quand même. Je vais continuer à travailler sur certains aspects, mais j'ai plus besoin de remplir mon horaire autant, j'ai plus besoin d'être efficace à 100% dans tous mes domaines. Et je pense que comme entraîneur, selon le niveau auquel vous entraînez et selon le nombre d'heures que ça vous prenait par semaine, ben ça peut être normal qu'en ce moment, ce soit difficile de rester motivé et d'être à 100% tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres facettes en fait, à travailler, vous aussi comme entraîneur.
Est-ce que justement, c'est pas un bon temps pour vous questionner pourquoi en ce moment j'ai autant de mal à me motiver? Est-ce que j'étais trop axée sur les compétitions? Est-ce que j'étais trop axée sur la performance? Ouais. Est-ce que tant qu'à être arrêtée en ce moment, j'ai pas des choses à travailler, des habiletés à développer? Est-ce que je pourrais me former un petit peu en préparation mentale ou faire appel à un spécialiste pour en savoir plus sur le sujet, pour aider mes athlètes à se développer à long terme? Donc il y a quand même des choses à faire, mais c'est sûr que tout seul, ça puisse être compliqué en fait en ce moment, puis c'est tout à fait normal. Oui, effectivement. C'est peut-être une belle occasion aussi, si je peux faire du millage là-dessus aussi, pour poser des questions à nos patrons et à nos athlètes. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de moi en cette période de pandémie? Pas tout prendre ça sur nous. Hein. Quel est le plan du club? Quel est le plan de la fédération? Quel est le plan? Qu'est-ce que les athlètes veulent également? C'est d'autant plus important, Marc. En fait, excuse, je vais rebondir là-dessus parce que Oui. je pense que c'est effectivement quelque chose qui manque dans le temps qu'on a à notre disposition, généralement, les clubs sportifs, les programmes sportifs, de se questionner sur qui sommes-nous ensemble, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre raison d'être collective, puis que ça remet. Donc, entre entraîneurs d'un même programme, il y a une pertinence à avoir ce questionnement-là. Et je lisais une question parce que j'écoute la conversation, puis je m'amuse à regarder les questions. Il y a un Danny Boulanger qui a commenté en disant, mais vraiment qu'il y aurait peut-être... lui, tu sembles le connaître. Moi, je ne le connais pas, je le salue. Mais il soulève la question de si les entraîneurs étaient plus axés sur des processus, la motivation demeurait probablement. Et moi, je suis par opposition à être axé sur le résultat. Et j'aurais tendance à dire que je partage, je suis d'accord avec cette opinion-là, parce que finalement, l'entraînement, c'est quoi? Il y a toujours des opportunités d'être en entraînement et de rester dans un processus de dire aujourd'hui, je pratique, par exemple, comme entraîneur. Je vais te donner un exemple que je vais essayer de voir le plus pertinent possible en contexte de confinement. Vas-y en basketball, c'est bon là-dedans. Oui, ben, c'est ça. Mettons, je suis coach de basketball en confinement et je deviens impatient. Je vais donner un exemple concret. Ah oui. Je deviens impatient et énervé quand ça ne bouge pas assez vite. Le confinement, je pense qu'il y a tout le monde qui peut se rallier à cette question-là. Ben, c'est une occasion de se dire ça, qui est quelque chose qui est présent probablement dans les contextes de match ou de pratique. Je peux me questionner là-dessus et à la fin de ma journée, peut-être même une fois par semaine, je vais prendre des notes sur hey, à quoi j'ai pensé par rapport à le fait que ça ne bougeait pas assez autour de moi. Ça a été quoi mes émotions, mes sensations? C'est comme un journal de bord qu'on peut avoir. Et ça, en faisant ça, on devient plus efficace comme entraîneur dans le moment. Ce que je nomme là, c'est vraiment une capacité qu'on dit à s'observer. Et une des manières de le faire, c'est simplement de prendre des notes comme un journal pour se regarder aller. Ouais. Encore là, donc je réponds un peu à qu'est-ce qui peut être pertinent pour un entraîneur dans le contexte actuel qui va payer les dividendes quand le retour va se faire avec les athlètes. Parfait. On évoque une question. Je vous laisse ça entre les mains. Alors, Mélissa Gagnon. En fait, c'est une préoccupation. Elle est très préoccupée par la santé mentale des ados, des athlètes dans le contexte actuel. On le sait, le sport leur permet d'assurer un filet de sécurité psychosociale pour ceux-ci. Avec le sport mis en pause, elle aimerait entendre les panélistes sur leur point de vue à ce niveau et sur leurs solutions. Encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on disait. La santé mentale préoccupe Mélissa Gagnon ici, la santé de nos athlètes. Peux-tu répondre, Fabrice? Oui, bien certainement. J'abonde dans ton sens quand tu parles des résultats du sondage. Mon hypothèse, c'est que quand les règles de confinement vont être relaxées, donc dans un contexte de déconfinement, la motivation va probablement vite reprendre, sans dire qu'il n'y aura pas d'abandon permanent, mais finalement, on est plus en pause, selon moi, qu'en abandon permanent. Et j'aurais tendance à dire au niveau de la question de la santé mentale, on en a parlé quand même un petit peu. J'aurais tendance à dire qu'une des expériences qui peut être un point de raccrochage, c'est toutes les conversations qu'on a au niveau de ce qui se passe pour les athlètes de haut niveau quand ils terminent leur carrière. Donc, il y a beaucoup d'articles sur ces questions-là, beaucoup de conversations. C'est dans l'imaginaire collectif que l'athlète qui a gagné sa médaille d'or aux Olympiques, c'est une belle célébration, mais le lendemain, tout seul dans sa chambre d'hôtel, c'est pas joli. Puis dans les mois qui suivent,
la personne qui se retrouve à avoir bâti un seul muscle et d'avoir consacré toute sa carrière à une chose, au lendemain, c'est comme, oh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Là, tous les athlètes vivent de manière un peu moins intense cette expérience-là. Et ça ramène à avoir la conversation sur l'individu au-delà du sport et d'être présent au quotidien, ou en fait, dans la mesure qu'on le peut, le plus fréquemment possible, d'entretenir avec les athlètes des conversations qui sont plus vastes que le contexte sportif. Donc, au risque de répéter ce qui a été dit précédemment, je pense qu'il y a un élément là qui est pertinent. Je nommerais aussi le fait, puis ça, c'est bon, dada, quand je regarde le profil d'Élise au niveau de la préparation mentale, le yoga, c'est des principes auxquels je crois, parce qu'en contexte de pour 3 points, quand on forme nos entraîneurs, on est vraiment ancré dans le développement personnel. Ce sont des domaines qui sont relativement peu explorés dans le contexte éducatif et dans nos contextes sociétaux nord-américains, occidentaux. On est beaucoup dans le savoir-faire, on est beaucoup on fait des choses. Et là, l'invitation, c'est de dire, est-ce que je peux me revenir à moi-même puis me questionner sur moi dans ce que je vis? Et ça, en le faisant avec des athlètes, ça peut être pertinent. Donc, d'avoir des conversations, juste poser à un athlète aujourd'hui, et comment ça va? Comment ça va? Mais la question comment ça va, là, aujourd'hui, elle prend tout son sens parce que la réponse, c'est pas nécessairement ça va bien, on passe à autre chose. Des questions comme qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour toi? C'est des choses que puis je peux en donner une troisième, par exemple. C'est quoi qui te préoccupe? Et juste d'être présent avec les athlètes et d'être à l'écoute. Je ne suis pas en train de dire que les coachs vont devenir des intervenants psychosociaux experts. Mais n'oublions pas que l'entraîneur de sport, c'est l'adulte qui a le plus d'influence chez les jeunes sportifs après les parents. Donc, si l'entraîneur a la disponibilité pour jouer ce rôle-là, c'est un énorme soutien de se dire qu'on est présent un peu comme substitut aux parents, excusez-moi, pas un substitut, d'être en complémentarité aux parents, d'être en complémentarité aux enseignants, d'être en complémentarité à toutes ces personnes qui entourent le jeune, en sachant que malheureusement, il y a peut-être moins d'entraînement. Et même là, ce n'est pas encore tout à fait vrai parce que les entraînements, on le voit dans les sondages qu'on a eus, il n'y a pas eu de préoccupation par rapport aux entraînements sportifs. Beaucoup moins. Ce qui est pour moi un indicateur que tout le monde comprend qu'on peut faire des entraînements à distance quand même. Et j'ai bien confiance qu'assez vite, il va y avoir des entraînements de distanciation auxquels on peut rajouter l'aspect « ayons des conversations avec les athlètes ». Ça, c'est à ne pas négliger. Wow, très belle réponse. Merci infiniment. Plusieurs questions dans le même type. Andrea, Frédéric Jardot, Josiane Pilote, je vais résumer ça. Plusieurs parents, Andrea me dit, plusieurs parents me confient qu'ils sont inquiets car leurs enfants sont en perte de motivation, présentent des symptômes de dépression. En tant qu'entraîneur, les outils qu'on peut mettre en place, des outils concrets. Josiane Pilote dit, j'ai peur aussi au décrochage dans le sport. Beaucoup d'athlètes pensent abandonner. Et enfin, Frédéric Jardot qui dit, pour les athlètes qui marchent au leitmotiv de la performance et de la compétition et qui ne voient rien venir pour un bout, on voit quoi comme solution pour mobiliser et les garder on? C'est vraiment une préoccupation là, qui est importante pour ces 3 personnes-là. La motivation, c'est quand même pas la même chose que la dépression en termes de gravité situation. Il y a des ressources au niveau de la préparation mentale, au niveau de la psychologie du sport. Il y a des personnes qui sont formées spécialement pour ça, donc soit pour trouver des techniques pour maintenir la motivation dans la situation actuelle, ou soit pour évaluer des éventuelles dépressions ou des éventuelles difficultés en termes de santé mentale. Donc ça, c'est pas le rôle de l'entraîneur obligatoirement. Donc vous avez, j'ai écrit un blog il y a peu de temps pour Sported à ce sujet. Vous avez vraiment des ressources, en fait, des personnes à contacter, notamment je pense ici dans la région de Québec, Excellence Sportive Québec-Lévis, qui a une liste de personnes qui peuvent travailler soit au niveau de la performance mentale, soit au niveau de la psychologie ou de la santé mentale. Donc, il ne faut pas hésiter à donner ces ressources-là aux parents si vous vous sentez vous-même démunis. Puis c'est normal que vous soyez démunis, vous n'êtes pas formé pour gérer ce genre de situation qui est quand même assez extrême en ce moment. Donc, vous avez des ressources. Si vous sentez que vous n'êtes pas équipé, essayez de voir ça comme une évaluation. Là, est-ce qu'on est dans un manque de motivation? Le niveau de motivation est moyen ou il est bas. Bon, en ce moment, c'est assez normal. Si là, les athlètes ou l'athlète en question pense abandonner complètement, voilà, il peut faire appel à un consultant en performance mentale qui pourrait
adresser ces questions-là avec lui ou avec elle et voir comment trouver des sources de motivation supplémentaires. Puis si on est dans un niveau ou dans une situation plus de dépression ou de problématique au niveau de la santé mentale, là c'est pareil, il faut référer à une personne qui est formée spécialement pour ça. Donc ça, c'est pas à mettre sur vos épaules supplémentaires pour les entraîneurs. C'est bon. Sami Belhassen, c'est intéressant, il dit j'ai gardé contact avec mes athlètes. J'ai constaté que, étrangement, ils s'intéressent plus souvent à parler de leur quotidien ou tout simplement à autre chose que le soccer. Ça, je pense que ça te parle, Fabrice, j'imagine. Oui, ça me parle tout à fait. Ça touche à la question de l'aspect social du sport. Les jeunes ne participent pas nécessairement au sport pour une seule raison, donc socialiser en fait partie. Et je nommerais En fait, donc ça réinvite à nouveau de voir comment est-ce que de garder l'esprit de groupe peut être pertinent. Puis, de façon plus large, en fait, quand j'ai nommé un peu plus tôt dans la conversation, je parlais de la dimension d'un coach, en fait, les dimensions dans lesquelles les coachs naviguent au niveau de la dimension personnelle, donc le retour sur soi, on l'a abordé, la dimension interpersonnelle, donc poser des questions, d'être curieux, de bâtir la relation, on y a touché. On n'a pas axé la dimension professionnelle parce que je pense que là, on est capable de dire que chaque personne est quand même assez... Je présume que les entraîneurs dans le groupe présentement ont assez de bagages pour se retrouver, de dire oh, mais je vais lire des livres, voir des vidéos ou autrement, ouais. Donc animer les athlètes. Et là, on touche sur peut-être l'aspect environnemental, le contexte social. Et moi, ça me mène vers un questionnement, on fait une réflexion sur le rôle du sport dans nos sociétés. C'est intéressant aussi de regarder ça parce que quand on pense au fait que, bon, il n'y a par exemple pas de sport professionnel, moi, je pense entre autres à LeBron James qui, le week-end dernier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a animé les sessions de finissants pour les universitaires américains. On voit que le meilleur joueur de basketball au monde sont dans un contexte où il ne peut pas compétitionner, où est-ce qu'il trouve un rôle, c'est dire je vais inspirer les athlètes dans une perspective de diplomation. Donc que chaque personne se dise le sport dans nos sociétés, ça vaut quoi? Et c'est quoi la valeur? Je pense que c'est important, ça aussi. Donc, quand j'entends la question, le commentaire de monsieur sur « Oh, wow! Les jeunes, ils connectent », bien, en facilitant ces espaces-là, on se rend compte, selon moi, que le sport a une utilité beaucoup plus vaste que simplement la compétition. Puis, je suis convaincu que les gens dans le groupe en ce moment le savent déjà. La question, c'est peut-être plus comment le rendre plus explicite. Et dans un contexte comme celui-là, j'irais même jusqu'à dire que, là je me projette, là, mais j'irais même jusqu'à dire qu'on peut questionner les athlètes sur quel leadership ils vont exercer quand ils vont retourner dans leur milieu, quand ils vont retourner à l'école, par exemple. Parce que il faut comprendre que quand les athlètes, en fait, il y a même les écoles primaires ont recommencé, mais en présumant qu'on parle des adolescents et des plus vieux, il va y en avoir ça va être un contexte assez particulier parce que chaque personne va avoir vécu le confinement différemment. Chaque athlète va avoir vécu le confinement différemment, de par leur contexte familial, socio-économique, et il va falloir que les athlètes soient prêts aussi. En fait, excusez-moi, il va falloir que tous les étudiants ou tous les jeunes soient prêts à être empathiques par rapport aux autres. Et les athlètes particulièrement, ce sont des leaders naturels souvent dans leur milieu, dans leurs écoles. Et le coach peut jouer un rôle significatif à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de dire que ça devrait être la seule conversation, mais quand on pense au retour à l'école en septembre, de préparer les athlètes à jouer le rôle de leader positif, si tous les 251 entraîneurs dans la salle présentement font ça avec leurs athlètes, on va avoir des écoles beaucoup plus accueillantes et respectueuses et en lien avec la raison d'être de Sportaid, qui est la lutte contre la sécurité dans le sport, et il y a une variable de lutte contre l'intimidation. C'est une manière aussi de préparer nos athlètes à jouer un rôle positif quand ils vont retourner. Donc, je nomme plusieurs éléments de conversation, mais les coachs, même s'ils ne se voient pas comme ça, peuvent jouer un rôle significatif au niveau du leadership. Tellement, tellement. Élise, une question ici intéressante de Francis Lefebvre. Que pensez-vous de la pertinence, même pour les athlètes de haut niveau, de profiter de la situation actuelle pour découvrir quelque chose de complètement différent en termes d'habileté ou d'éléments de pratique?
C'est tout à fait pertinent, c'est ce que j'arrête pas de dire. Alors, c'est pas facile toujours à mettre en place. En fait, il y a des athlètes qui veulent pas entendre parler d'autre chose que de leur sport en ce moment. Donc, ça revient à l'importance d'individualiser vos interventions dont je parlais tout à l'heure. Mais effectivement, c'est de les ouvrir à autre chose. On est quand même assez au courant en Amérique du Nord qu'on perd beaucoup de nos athlètes à l'adolescence. Parce qu'ils ont beaucoup pratiqué, ils se sont spécialisés assez tôt selon leur sport. Donc, bien évidemment, c'est globalement, ça ne veut pas dire tous les athlètes. Mais justement, de leur faire découvrir autre chose en ce moment parce qu'ils ont peut-être que ça à faire, ça va peut-être éviter qu'ils abandonnent plus tard, qu'ils abandonnent dans 1 an ou dans 2 ans, qui aurait peut-être été un abandon en fait qui se serait produit. Les différents entraîneurs qu'on a ce soir mentionnent leur crainte d'abandon. Oui. Mais peut-être que l'abandon aurait lieu dans 1 an ou 2 de par l'intensité de la pratique, de par le nombre d'heures de pratique, d'entraînement et de compétition durant toute l'année, saison après saison, donc tout dépendant des sports, bien évidemment. Mais effectivement, c'est un très bon point d'aller chercher, d'aller développer d'autres aspects que les aspects purement sportifs. Ouais. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas si c'est sa question, mais j'entendais Brian Orser, qui est un grand entraîneur de patinage artistique dans un podcast récemment, dire « Moi, j'en profite pour mes athlètes de haut niveau, c'est les athlètes médaillés olympiques, pour leur faire travailler des faiblesses qu'ils n'ont pas le temps, jamais assez le temps de travailler. » Je ne sais pas si la question de Francis était aussi là-dessus. Ça peut être à l'intérieur même de son sport, mais un élément qu'il n'a jamais le temps ou n'a jamais voulu mettre de phare. Oui. Alors, c'est tout à fait vrai, mais là encore, même des athlètes de très haut niveau peuvent trouver ça démotivant. Alors là, je veux pas rendre ça plus difficile pour les entraîneurs qui nous écoutent ce soir. Oui. Il y a des athlètes en ce moment, notamment, on parle beaucoup d'imagerie, fixation d'objectifs. Donc oui, ce sont des techniques qui peuvent aider. Mais il y a des athlètes en ce moment qui n'ont pas envie de travailler ça parce qu'ils se disent « Ok, je vais apprendre à visualiser, mais ma prochaine compé, elle va être quand? Ma prochaine pratique, elle est quand ?» Donc ça peut être quand même difficile pour certains athlètes de travailler ces aspects-là. Donc, ce n'est pas la solution à tout, d'où l'importance de vraiment individualiser en fonction du niveau de motivation de chacun de vos athlètes et de ce qu'ils ont envie de travailler en fait en ce moment au-delà de la sphère sportive ou à l'intérieur de la sphère sportive, mais au-delà du terrain en fait, de la pratique en tant que telle. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, je nommerais que dans le contexte de Pour 3 points, l'approche qu'on utilise, c'est une approche qui s'appelle l'approche humaniste du coaching, qui est une approche qui est très préconisée en enseignement de plus en plus, qui l'est un petit peu en coaching de sport, mais sous-étudié. En fait, on a travaillé, entre autres, avec le laboratoire de recherche en psychologie sportive de McGill pour bâtir notre programme de formation. Et une des composantes de cette approche-là, on pourrait dire approche centrée sur l'athlète, qui est un autre langage, c'est vraiment justement d'être centré sur les besoins et les aspirations des athlètes et de leur poser des questions, d'être centré là-dessus. Ça aussi, c'est une opportunité qui est majeure parce que en contexte d'une saison sportive où il y a un objectif, bien, on peut présumer que tout le monde adhère à ce même objectif-là. Puis des fois, moi, je reconnaîtrais que la pression d'un championnat fait en sorte que c'est ça qui domine par rapport à d'autres priorités. Là, ça n'existe pas. Et c'est une opportunité majeure pour un entraîneur, et je pense que c'est un défi aussi pour les entraîneurs, et nous, c'est ce qu'on encourage dans nos contextes de formation, de s'asseoir avec les entraîneurs et de les questionner sur ce qu'ils veulent faire. Oui. Alors, de s'asseoir avec un groupe d'athlètes, que ce soit individuellement ou collectivement, et de dire, bon, bien, finalement, la motivation, là, plutôt que de chercher des réponses pour les athlètes, de dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est un autre exemple de questionnement, juste une question. Qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant? Et là, de laisser aller ce questionnement-là, peut-être que les athlètes vont dire, ben, on veut faire du yoga, puis on va trouver une activité de yoga. Mais peut-être qu'ils vont vouloir dire, on aimerait avoir des conversations sur l'histoire de mon sport. Peut-être qu'ils vont dire quelque chose qui est complètement champ gauche. Et là, de laisser les athlètes eux-mêmes parler de ce qu'ils veulent faire. Et donc, plutôt que de forcer la motivation extrinsèque puis d'essayer de motiver quelque chose à ce qu'on veut faire, c'est de leur poser la question à eux autres. Vous voulez faire quoi? Et je nommerais que le défi, probablement, à ce moment-là, c'est que l'entraîneur va vouloir garder un certain niveau de contrôle sur qu'est-ce qui va être fait. Et c'est de rester dans une posture de dire non, je vais être à l'écoute de mes athlètes et on va convenir collectivement de qu'est-ce qu'on va faire. Donc, l'entraîneur ne devient pas la personne qui dirige. L'entraîneur devient quelqu'un qui facilite une conversation
et qui fait émerger une intention commune dans un groupe, mais la même chose peut être faite dans une relation individuelle. Excellent. Et je n'ai pas de pique-bois chez moi. C'est pas mon micro que vous entendez. J'aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça. De par mon expérience de consultante en performance mentale et en prenant la perception des parents d'un côté, celle des entraîneurs de l'autre, il apparaît souvent en fait que ce que vivent les athlètes, c'est pas tout à fait ce que les entraîneurs et ce que les parents perçoivent de l'extérieur. Et de ce que les jeunes, qu'ils soient des jeunes ou des ados, veulent bien transmettre comme information à leurs parents ou à leurs entraîneurs. Donc, ma première chose, et ça rejoint ce que tu disais, Fabrice, c'est de discuter avec vos athlètes pour vous assurer de comment ils se sentent en ce moment. Tous les athlètes ne sont pas dans une situation de désespoir en ce moment. Tout le monde ne va pas super bien non plus en ce moment. Mais chaque athlète le vit d'une façon qui est différente et qui peut évoluer d'une semaine à l'autre. Donc, je pense que vous, entraîneurs, vous êtes peut-être, vous faites partie des personnes qui sont très inquiètes en ce moment. Les parents aussi sont inquiets pour leurs enfants. Donc, de vous assurer que ce n'est pas ces inquiétudes-là, en fait, que vous mettez sur les épaules des jeunes et des adolescents athlètes, mais qu'il y a vraiment une réalité en termes de symptômes de dépression ou de manque de motivation ou de prévoir, en fait, l'abandon de l'activité. Donc vraiment, la discussion avec vos athlètes, avec chacun de vos jeunes, c'est vraiment important si vous avez le temps de le faire. Ça va peut-être vous rassurer, ça va vous donner beaucoup d'informations sur comment se sentent vos athlètes en ce moment. Et la deuxième chose qui rejoint ce qu'a dit Fabrice, c'est vraiment de donner les clés en fait aux jeunes. Donc, il y en a pour qui, en ce moment, ils ne veulent pas prendre de décision ou c'est trop compliqué pour eux. Donc, ça sera peut-être nécessaire d'être un soutien pour eux. Mais de justement les questionner sur ce qu'ils ont envie de faire, sur ce qui leur manque en ce moment, sur ce qui pourrait leur faire du bien, de quoi ils veulent parler, qu'est-ce qu'ils veulent pratiquer. Il y a des athlètes qui ne veulent pas faire du yoga, il y a des athlètes qui ne veulent pas apprendre à méditer. Il y en a par contre qui sont très curieux et qui veulent apprendre, qui veulent pratiquer ce genre de pratique. Donc encore une fois, je reviens avec ça, mais c'est vraiment d'individualiser, mais d'évaluer au préalable, de questionner vos jeunes pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe en ce moment dans leur tête. Plusieurs personnes nous parlent qu'ils voient le confinement actuel comme une opportunité. Hein. C'est un peu le verre vide, à moitié vide, à moitié plein. Je pense que Serge Desrosiers nous le dit. Assurément, nous ne devons pas perdre de vue ce temps précieux et supplémentaire que nous avons pour améliorer des aspects dont nous avons moins le temps en période de compétition. C'est vraiment, on peut le voir comme ça aussi. Hein. Puis je pense que Fabrice l'a dit et Élise également. C'est un moment qu'on ne reverra, on ne le souhaite jamais, mais c'est le temps ou jamais pour le faire, cette remise en question-là. Puis ces questions-là, on doit se les poser aussi. Justement, Chantal Daigle, par contre, qui pose la question, comment assurer une transition lorsque les activités régulières reprendront? On a plus de temps pour l'échange maintenant, mais au retour, on en aura sans doute moins. Comment bien épauler les athlètes qui en ont plus besoin lors du retour? Je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de parenthèses, il y a beaucoup d'entraîneurs qui posent des questions, ils se sentent un peu démunis. C'est bien beau tout ça, être plus à l'écoute et tout ça, mais on n'a pas nécessairement toujours les compétences pour répondre aux questions de nos athlètes. Non, tout à fait. Et en fait, en ce moment, au niveau canadien, on est en train justement de se questionner. Donc, au niveau des psychologues spécialisés en sport et des consultants en performance mentale, avec l'INS, on est en train de se questionner justement sur comment on va faire pour accompagner les athlètes pour la reprise de leurs activités. Et donc là, ça touche spécifiquement le contexte du sport compétitif et élite. Donc là, je vous dirais, il y a quand même certains principes que vous pouvez suivre en termes de progression de reprise, mais nous-mêmes, on est en train de chercher ces réponses-là qu'on va pouvoir partager après au grand public ou à la communauté sportive. Donc on est en train de travailler là-dessus en ce moment, au niveau plus psychologique. Lorsqu'on parle de motivation et d'objectifs à court et moyen terme, comment faire pour les garder? Est-ce mieux des victoires étape par étape à court terme ou de viser le grand rêve? Très court terme, moi, je pense. Très court terme, surtout par… Une semaine à la fois. Très court parce que le grand rêve, en fait, il est très, très loin déjà. Donc, il faut toujours se rattacher à des objectifs un peu plus proches. Mais là, les objectifs un peu plus proches, le grand rêve, souvent, il est atteignable parce qu'on fait partie d'une équipe nationale, parce qu'on participe à une compétition internationale. Là, en ce moment, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de date de compétition. Donc, d'organiser des objectifs en fonction d'un rêve qui est très loin, c'est très compliqué pour les athlètes en ce moment. Moi, j'y vais vraiment, c'est mon conseil, c'est une semaine à la fois. Vraiment, selon comment on sent, le niveau de motivation, le niveau d'énergie, selon les nouvelles aussi qui sortent et les décisions qui sont prises par le gouvernement et donc les fédérations et les clubs, on s'ajuste une semaine à la fois. Ouais. Je suis d'accord et je rajouterais aussi que c'est une occasion d'explorer
avec quand même beaucoup de curiosité et d'ouverture. Comment on vit le fait qu'on n'a pas atteint un objectif donné? Plutôt que de dire qu'on est mauvais et qu'on est moins bon parce qu'on n'a pas atteint l'objectif, c'est encore une fois la fameuse question de la conversation, c'est de dire, bon, mais peut-être qu'en groupe, on s'était fixé un objectif de faire, je sais pas moi, je donne un exemple, de dire qu'on va aller on va aller courir tout le monde 1 kilomètre par jour. Ben, dans la semaine suivante, ça n'a pas été fait. Ben, parlons-en de pourquoi. Donc, ça bâtit, quand on parlait de la santé mentale tantôt, la résilience, ça bâtit cette capacité-là de faire, OK, ça n'a pas été fait, je ne suis pas une moins bonne personne et j'en parle avec mon équipe. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'aiderait à le faire? Est-ce que c'est l'objectif qui était finalement pas convenable? Est-ce que ça me tentait vraiment? Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Et là, ça bâtit encore un focus sur le processus et pas sur le résultat. Parfait. Philippe Adrien, et pour les athlètes qui ont perdu un parent au COVID-19, donc dû à cette terrible situation, cette maladie, est-ce qu'il y a des ressources? J'imagine que Sportaid en est une ressource, hein, directement. Tout ce qui est psychologue. Hein. Psychologue, là, c'est des psychologues cliniciens qu'il faut aller voir ou des psychologues spécialisés en sport, mais il faut aller voir un spécialiste de la psychologie de la santé mentale. C'est bon. Alors, on est encore avec quelques questions. Je pense que ça va bien. Est-ce que je peux mentionner une chose? Oui. Parce que il est possible que les personnes aient dans leur entourage des gens qui sont décédés. Oui. En fait, des gens en fait, dans leur entourage, ils connaissent des gens dont des membres de la famille sont décédés. Je suis pleinement d'accord avec l'idée qu'il faille se retrouver face à certaines ressources. Je nommerais aussi la pertinence de se questionner sur qu'est-ce qu'on fait en remplacement de la possibilité d'aller à des funérailles d'un parent ou d'un grand-parent, d'un coéquipier ou d'une coéquipière, d'un membre d'une équipe. Et parce que moi, je l'ai vécu, cette situation-là, avec une collègue. La question s'est posée, c'est on fait quoi? Donc, ça a été quelque chose d'aussi aussi simple mais significatif d'envoyer un bouquet de fleurs, puis d'envoyer, de colliger des messages en équipe. Donc, il y a l'aspect qui est vraiment plus clinique, mais il y a aussi un aspect humain purement de solidarité, ou peut-être pas de solidarité, mais de connexion à l'autre, de ne pas oublier qu'on n'est pas présent physiquement ensemble, mais ça vaut la peine quand même de faire ces gestes-là. Très bon point, Fabrice. Ouais. Très bien. Je pense que je vais lire certaines questions en rafale, et puis si vous avez l'occasion de répondre, vous avez une réponse qui vous vient à l'esprit, allez-y. Et puis, on va conclure sur une question sondage dans quelques instants. Alors, François Veilleux qui disait l'opportunité pour mes groupes et le plaisir est d'être ensemble étant donné que je suis dans un sport individuel en athlétisme. Présentement, avec le retour en mini-groupe, mais sans supervision, j'espère que le contact entre eux se refera, donc s'animera. Comment dois-je procéder? Est-ce que je les jumelle moi-même ou je les laisse régler ça entre eux? J'imagine qu'encore une fois, c'est l'autonomie qui devrait être la solution. Leur proposer de trouver des solutions par eux-mêmes, j'imagine. Oui, puis la variété, en fait, je pense qu'à chaque pratique, chaque entraînement, les groupes peuvent changer. Donc, ça peut être aussi très bien, en fait, de favoriser les échanges entre différentes personnes au sein du groupe. Ah, c'est intéressant, ça. Au niveau des entraînements, on nous demande d'être 2 entraîneurs avec les athlètes. C'est le cas, entre autres, en ski alpin maintenant. Minimum 2 entraîneurs avec le groupe d'athlètes. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour les entraînements avec Zoom, que les parents assistent si jeunes, moins de 18 ans? Ah oui, donc c'est une question légale, c'est plus ça maintenant. Comment on gère ça maintenant, le fait que probablement il y aura moins d'entraîneurs associés aux athlètes, en tout cas pour les prochaines semaines, les prochains mois? En fait, c'est une question, je crois, qui n'est peut-être pas évidente à répondre parce qu'elle dépend justement de quelles règles vont être mises en place. J'entends peut-être des enjeux peut-être de réglementation derrière ça. Oui, c'est vrai qu'en ski alpin, c'était le cas l'année passée. Je ne sais pas si c'est la même chose pour d'autres sports. Est-ce qu'on doit obliger à faire des périodes de relaxation entraînement, Élise? Absolument pas. Non, hein? C'est recommandé, bien sûr, mais on a déjà du mal à faire s'étirer les athlètes parfois dans certains contextes. C'est vrai, oui. La relaxation pour quelqu'un qui n'a pas du tout envie de se relaxer, c'est tout un apprentissage et bien évidemment, il ne faut pas les obliger, même si en ce moment, et je suis la première à prôner cette activité, le yoga et la relaxation sont, on le sait, au niveau scientifique, ont toute une panoplie de bienfaits, que ce soit pour une personne ou pour un athlète. Mais si les athlètes ne sont pas motivés par ces activités-là, vous n'avez aucun intérêt en fait à les obliger à les pratiquer.
À Roussenne-Laflamme, lors de la reprise, on peut s'attendre à un contexte largement différent, comme l'ont vécu les étudiants du primaire. Comment minimiser les impacts de la nouvelle réalité en fonction de la distanciation, le port du masque et les autres règles sanitaires sur les jeunes athlètes? Je pense que c'est on va le découvrir. Oui, c'est ça. Il y a encore des questions sans réponse. Oui, il y a des questions sans réponse, mais moi, ce que j'aurais tendance à dire, ça semble être très simple, mais par rapport à des enjeux comme ceux-là, il y a probablement des enjeux de sécurité. Non, en fait, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'encore une fois, la conversation avec les athlètes est pertinente parce qu'ils vont avoir eu ces informations-là, tout le monde va les avoir eues. Puis c'est dire, bon, mais comment est-ce qu'on vit ça ensemble? Parlons-en. Oui. Donc, de toujours prendre la peine, c'est toujours le retour de prendre la peine d'avoir une conversation avec le groupe d'athlètes, puis de dire aux autres comment est-ce qu'ils voient. Puis, dépendamment des groupes, les enjeux vont être différents. Certains groupes, ça va être plus facile à respecter parce que ça va être... d'autres groupes, ça va dire, bien, la distanciation est facile à respecter, mais le port du masque, pour une raison ou pour une autre, ça crée un problème. Ah, bon, mais parlons de ça. Des fois, c'est le port du masque, c'est pas un problème, mais c'est la distanciation qui est un enjeu. Parlons de ça. Il peut y avoir des groupes où, éventuellement, je peux présumer qu'il va y avoir des groupes où la distanciation va être... l'entraînement va être permis en distanciation. Et là, il y a la fameuse question de est-ce qu'on a l'équipement sportif finalement pour ne pas se le partager? Parce que bon, les ballons dans un entraînement, on ne peut pas se les passer. Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas les ressources? Parlons de ça aussi. Puis des fois, ça va entraîner des conversations qui vont être très riches avec les jeunes. Merci. Je dirais que 2 petites questions pour terminer, très précises, très courtes. Élise, si tu as une lampe qui t'éclaire vers toi, ce serait encore mieux pour qu'on te voit un peu parce que le soleil a tombé dans ton coin du pays, coin du Québec. Je vais quelque chose pendant que tu poses la question. Alors, Fabrice, premièrement à toi, quelle serait la plus grande erreur de la part d'un entraîneur là, maintenant, aujourd'hui? Ce serait quoi la plus grande erreur? Je ne sais pas quelle serait la plus grande erreur, mais en cohérence avec ce qu'on s'est dit à l'instant, oui. Depuis le début de la conversation, je vois 2 erreurs. Une erreur serait, en fait, je vais le mettre non, je vais aller avec une seule, c'est d'imposer des choses aux athlètes. Donc, ce serait une erreur selon moi. C'est l'opportunité majeure de voir qu'on est à l'écoute, qu'on est ouvert et qu'on ait des conversations avec les athlètes. Moi, je pense que c'est une chose qu'on devrait s'encourager à faire. Parfait. Élise, quelle serait la plus grande erreur qu'un entraîneur pourrait faire maintenant? Je suis d'accord avec Fabrice pour le fait d'éviter d'imposer quoi que ce soit aux athlètes. Après, honnêtement, je ne sais pas si les entraîneurs peuvent faire des grosses erreurs en ce moment. Je dirais que la deuxième erreur, ce serait peut-être de trop vous en mettre sur les épaules en ce moment. Ce serait peut-être c'est plus grand que le contexte sportif, ce qu'on vit en ce moment. Ça ne veut pas dire que ce qu'on vit comme entraîneur ou comme athlète, c'est pas grave, mais c'est extraordinaire comme situation et on est tous plus ou moins imparfaits et plus ou moins capables de s'adapter dans la situation et d'offrir des interventions qui sont parfaites pour les personnes auprès desquelles on veut offrir ces interventions. Donc, ce serait peut-être ça, moi, de dire si vous n'imposez rien à vos athlètes et que vous prenez soin de vous, je ne pense pas qu'il y ait des graves erreurs que vous pourriez commettre en ce moment. Et peut-être en contrepartie, si vous aviez un conseil, un seul, vous en avez plein, on en a eu plein pendant 1h30, mais s'il y a une chose qu'on doit retenir rapidement, Élise, peut-être. Déjà, je pense que le fait que vous soyez là ce soir, c'est que vous tenez à vos athlètes et que vous êtes impliqués. Donc, déjà, retenez ça. Il y a c'est pas pour en faire la publicité, mais j'ai écrit des blogs sur notamment le rôle de l'entraîneur pour eux-mêmes et pour leurs athlètes. Il y a quand même pas mal de conseils dans ces blogs-là qu'on n'a peut-être pas tout adressé ce soir. Mais mon premier point, ce serait déjà d'évaluer comment vous allez vous comme personne, comment vous vous sentez, comment ça va en ce moment dans votre situation personnelle, comment vous vous sentez. Et si après vous avez l'impression que vous avez besoin d'aide vous personnellement, il y a des ressources pour vous. Si vous allez bien et que vous vous sentez capable de le faire, regardez ce qui se passe au niveau des athlètes. Et là, pareil, est-ce qu'il s'agit plus de techniques de préparation mentale? Est-ce qu'il s'agit plus de santé mentale? Donc, dans ces cas-là, vous avez des ressources
vous avez des ressources, vous les connaissez peut-être pas toutes, mais elles sont accessibles notamment sur le site de Sported et on pourra probablement vous faire un retour sur ce qu'on a partagé ce soir. Mais n'essayez pas de tout faire. Vous avez tous des habiletés, des capacités, mais vous n'êtes pas capable de tout gérer en ce moment auprès de vos athlètes. Donc, n'hésitez pas à, d'une part, faire appel à votre réseau, soit dans votre sport, soit dans des sports connexes ou des sports même qui sont très différents. Questionnez d'autres entraîneurs sur comment ils gèrent la situation en même temps et faites appel à des spécialistes si vous en avez besoin. Ce serait ça mon conseil global pour les entraîneurs ce soir. C'est bon. Alors, j'ai tenté je crois qu'on a vu à l'écran, entre autres, les blogs que tu as proposés et plein d'autres sur la page de Sported. Alors, je vous invite à aller faire un tour de ce côté-là. Merci à tous les participants. Ce n'est pas terminé. Je veux juste faire appel à Sylvain qui va revenir nous voir dans un instant. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. On a répondu, je pense, à la majorité. Bonjour, Sylvain. Allô, Marc. Alors, un commentaire du directeur général? Un mot. Un mot. Non, pas de farce. Je suis touché. Parce que, tu sais, quand on organise des affaires comme ça, on ne le sait jamais. On prend une chance, puis on se dit... Mais je trouve tellement la qualité des questions qu'on a eues, la qualité du propos qu'on a eu. Puis écoutez, pendant que j'écoutais tout ça, en parallèle, je suivais des courriels qui entraient, je suivais des commentaires sur Facebook. Puis il y a des gens qui ont demandé, d'abord des gens qui saluaient, qui soulignaient la qualité des propos de nos intervenants, c'est-à-dire Fabrice et Élise. Merci beaucoup à vous deux. Et des questions, des gens qui nous demandaient déjà, il va-t-il en avoir un deuxième? Ce soir, c'était un test. Et puis, nous autres, ce qu'on aimerait faire, puis je pense qu'il y a une question qui reste à venir, on avait pensé, on aimerait s'en faire un pour les jeunes sportifs. On aimerait s'en faire un autre pour les parents. Puis, qui sait, peut-être un autre pour les entraîneurs. Il faudra voir. Mais ce qu'on sait déjà, ce qu'on a observé ce soir, c'est que ça a été apprécié. Moi, c'est sûr que là, je parle en mon nom personnel, mais vraiment, je suis touché. Je trouve ça vraiment cool, ce qu'on a fait. Oups, ça peut... Il y a des choses vraiment intéressantes qui ont été partagées. Puis, dans l'intervalle, suivez-nous. Continuez de nous suivre sur notre page web COVID Sported, sur notre site, notre page Facebook. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Dès demain ou après-demain ou plus tard, il y a une foire aux questions destinée particulièrement aux entraîneurs qui va être ajoutée à notre page, sur notre site web, la page COVID-19, inspirée de questionnements qu'on a eus d'entraîneurs jusqu'à maintenant. Ça va être ajouté. Il y aura quelque chose bientôt aussi en lien avec le déconfinement, autre chose en lien avec les parents. Écoutez, il y a une série de blogs qui va se poursuivre. Il y en a 4 très intéressants qui s'en viennent. J'ai fini de les observer et de les lire aujourd'hui. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Alors, moi, si j'ai une invitation à vous faire, c'est de vous dire de continuer à nous suivre. En parallèle, il y a nos services aussi qui se poursuivent. Il y a des clubs, des fédérations, des organisations qui veulent continuer de s'outiller parce que ça va reprendre à un moment donné. La relance s'en vient, on y travaille. Puis Fabrice l'a dit, on sait que comme entraîneur, vous êtes préoccupé par ce que vous vivez, puis ça nous touche d'autant plus que vous soyez là ce soir parce qu'on sait que ce que vous vivez est difficile. Moi, je tiens à vous dire que Sported, on est sur des comités actuellement qui travaillent à la relance. Ouais. Puis vous avez vu cette semaine les annonces de notre ministre et tout ça. Ça va reprendre. On s'en vient, ça va recommencer. Continuez à vous préparer puis à être prêt. Puis pour ça, s'il y a des choses qu'on peut faire avec vous, pour vous, on est là, on continue. Notre équipe est encore de fonction. Puis n'hésitez pas à faire appel à nous. Puis Marc, merci beaucoup. Vraiment, ça a été une animation bien le fun. Merci infiniment. Merci Sylvain. Merci à tout le monde. Juste remercier les gens, encore une fois, qui nous écrivent. Merci de votre participation. Sans vous, ce ne serait pas possible de faire un événement comme ça. Vous avez été très, très généreux. Et on vous souhaite bonne chance et continuez d'être encore impliqués et soucieux de la santé de vos athlètes et de vos sports respectifs. Merci tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye, merci.